Je vais d'abord poser quelques questions à Jean-Charles et puis après, je vous passerai le micro pour échanger avec lui de manière complètement libre. Donc, cette aventure, parce que c'est pas le premier sujet que tu fais sur la jeunesse. D'ailleurs, il y en a un qui a été diffusé dimanche soir dans Zone Interdite sur M6, qui était plus sur l'aide sociale à l'enfance. Et ça a commencé avec Et la jeunesse, bordel. Oui, bonsoir à tous. Merci d'avoir regardé si attentivement ce documentaire que je redécouvre. Ça fait plus d'1 an que je l'ai pas vu. Il a été tourné quand d'ailleurs? Il a été tourné il y a 1 an et demi à peu près, 1 an et quelque demi, chose d'accord. comme ça, oui. Oui, effectivement, ça fait quoi, 5-6 ans, j'ai réalisé un documentaire qui s'appelait « Et la jeunesse, bordel ». Et c'était une sorte de cri d'alarme pour parler de la jeunesse qu'on oublie souvent dans tous les discours médiatiques, politiques. La société parle peu de la jeunesse. Moi, je suis très au courant de ça parce que dès qu'on propose un sujet sur les jeunes, quel qu'il soit, que ce soit ce sujet-là sur les réseaux sociaux ou d'autres, les chaînes sont pas friands du tout parce que les jeunes regardent pas la télé. C'est comme les politiques qui ne s'adressent pas aux jeunes parce qu'ils ne votent pas. En fait, le jeune ne rapporte pas, donc on parle pas de lui, on s'intéresse pas à lui. Or, c'est une erreur fondamentale et puis pour moi un choix de société qui est pas le bon. Moi, si je m'intéresse aux jeunes, c'est parce que c'est évidemment l'avenir de notre humanité, de notre pays, de notre culture. Enfin, moi, j'ai 2 enfants de 14 et 18 ans. Ils sont plutôt privilégiés, mais je sais que la jeunesse est confrontée à énormément de problématiques, comme celle-là, comme d'autres, l'emploi, l'insertion, la formation, la violence. Et donc, il faut en parler, il faut véhiculer beaucoup de leurs messages à eux. Et donc tous ces films, ces documentaires que je réalise depuis maintenant 6 ans, Et la jeunesse, bordel, la délinquance des mineurs, l'aide sociale à l'enfance x2, j'en ai fait 2, les jeunes et l'emploi, j'en oublie, sont destinés à parler d'eux. C'est pas toujours dans le bon sens. Ceux qu'on voit ici sont des jeunes plutôt bien portants. Pas tous, les cocaïnomanes, pas trop. Mais en tout cas, voilà, moi je sais pas si je continuerai encore et encore à parler d'eux, mais c'est hyper important. C'est pour ça que je suis venu ici d'ailleurs, de Paris, pour parler. Je sais pas s'il y a des jeunes ici. Attendez, des jeunes. Ah, il y en a une là, il y en a une. Je pense qu'ils sont tous très jeunes. Mais ce qui est important, je crois, pour moi, c'est de parler aux jeunes, de m'adresser aux jeunes, mais surtout, presque plus, de m'adresser aux adultes, aux élus, à ceux qui ont, ou à des responsables, aux entrepreneurs, voilà, de parler d'eux, de parler des jeunes à ceux qui peuvent prendre des décisions, qui peuvent changer le cours des choses. Et il y a des gens qui font des choses formidables, mais je crois bon, mon travail, en tout cas, c'est d'alerter, c'est de mettre des petits signaux. Ce que vous voyez là, je vais peut-être vous laisser poser des questions, je ne sais pas, mais quand je vois tout ça, on a souvent tendance à me dire, vous traitez que des cas marginaux. On me l'a encore dit suite au documentaire de dimanche soir sur les jeunes enfants placés. Tout ce que vous voyez là, c'est pas marginal, en fait. Les réseaux sociaux regorgent de témoignages comme cela. En fait, ma difficulté, c'est pas d'en trouver des jeunes comme ça, c'est de les choisir, c'est de faire un tri, c'est de les convaincre de témoigner. Mais voilà, des jeunes confrontés à trop de chirurgie esthétique, à la dictature de l'image, à la drogue qui est sur leur téléphone, au harcèlement, et j'oublie encore une des thématiques, c'est Légion, voilà. Et l'enfermement dans le jeu vidéo aussi, oui. L'enfermement dans le jeu vidéo, vous vous rendez compte, il y a des jeunes addicts, tellement addicts, qu'ils peuvent passer 24 heures d'affilée, et qu'il y a des services entiers. Là, c'est Villejuif, mais il y a tout un tas de services en France qui sont dédiés aux addictions aux jeux vidéo. C'est effroyable, non? Enfin, aux jeux vidéo, aux écrans, pas seulement. Aux écrans, oui, en général. Aux écrans. Oui. Moi, je vois mes fils, 14 et 18 ans, on n'est pas loin pendant les vacances des 8 heures, 10 heures par jour. Quand on cumule, c'est énorme, 10, 12.
peut-être. Mes fils ont un problème, peut-être. J'espère qu'ils ont regardé le documentaire. Oui, ils ont regardé, oui. Mais oui, on comprend que c'est devenu une forme, alors, militantisme, je sais pas, mais en tout cas, une manière d'alerter. Et sur ce sujet en particulier des réseaux sociaux, c'est quelque chose dont tu dis qu'il y a une augmentation exponentielle finalement de ce phénomène et de tout ce qui s'y passe. C'est presque proportionnel à la place de plus en plus importante que prend cet outil-là dans leur vie. Tout est fait, on le voit bien, même nous. Hein. Enfin, moi, j'y passe pas 10 heures, mais j'ai un temps d'écran qui doit s'approcher de 3 heures par jour, ce qui est quand même pas rien. Les concepteurs de jeux vidéo, c'est ce que dit le professeur Benyamina de l'hôpital Villejuif, font tout pour qu'on soit accro. En fait, c'est une drogue comme la cocaïne, c'est une drogue comme une autre, mais il y a des gens qui à la Silicon Valley et pas seulement, font en sorte qu'on ait besoin toujours de plus en plus de ces écrans. Et sur les jeunes, évidemment, qui est un public plus influençable, plus fragile, ça marche d'autant mieux. Et ils n'ont pas les repères ou ils n'ont pas l'expérience pour pouvoir lutter. Moi, quand j'ai passé 2 heures à regarder des vidéos débiles, que ce soit sur TikTok, Facebook, Instagram ou je ne sais quoi, il y a un moment où il y a une petite alerte comme ça qui fait bon, tu as peut-être autre chose à faire. Peut-être un métier. Alors que oui, tu as peut-être un métier, tu as peut-être, je sais pas, faut peut-être aller acheter à manger ou du papier toilette. Mais les enfants, non. Les enfants, les ados n'ont pas forcément ce réflexe-là. Ouais. Donc, je vais passer parmi vous pour vous tendre le micro et puis vous demander à la fois si vous avez des questions pour Jean-Charles et puis aussi peut-être de témoigner. Est-ce que vous, dans votre expérience professionnelle ou dans votre expérience d'élu, vous avez rencontré des cas comme ça et puis ce que vous ressentez par rapport à cette omniprésence des écrans chez nos ados, voire jeunes adultes en l'occurrence. Voilà. Hop. Je vous laisse vous présenter en même temps que vous prenez la parole. Ouais. Bonsoir à tous, je suis Élise Gézolm, je suis responsable du pôle jeunesse et du PEDT à la mairie des Innes, dans le 33, à côté de Bordeaux. Je voulais juste réagir par rapport à votre reportage. Moi, je suis issue des centres sociaux à la base, et là, j'ai une expérience assez récente dans les municipalités, et du coup, je travaille avec un réseau de partenaires qui est assez vaste aujourd'hui, et pour pouvoir arriver à tout ce que vous montrez dans le documentaire qu'on vient de regarder, nous, aujourd'hui, on est confrontés à la prostitution. Parce que je trouve que ça manque un peu. On ne sait pas d'où vient cet argent. Des jeunes filles qui ont 150 € en espèces pour acheter 2 grammes de coke. Enfin, tous les jeunes qui sont accros. Alors la jeune fille qui se fait lifter, on entend après qu'elle a un métier, mais tous les autres, comment ils font pour avoir tous ces sous-là? Et nous, aujourd'hui, la réalité, c'est la prostitution. Autant féminine que masculine. Il n'y a pas... c'est plus tabou, en fait. Et c'est très jeune, très, très jeune. Et c'est un phénomène que vous voyez s'amplifier de manière significative. Parce qu'il est facilité justement par ces réseaux en ligne. Oui, c'est comme les publications, ce que vous montriez par rapport à la cocaïne ou autre. Enfin, c'est hyper simple aujourd'hui via les réseaux sociaux d'avoir un compte et de se donner rendez-vous pour se prostituer. Voilà, c'est hyper simple. Ou de vendre des photos, oui. Ouais, vous avez raison, et puis c'est votre métier, donc vous voyez, vous savez les choses. Non, mais moi non plus. Il faut faire des choix dans un documentaire. Là, il s'agit d'un reportage de environ 52 minutes. Il y a déjà beaucoup trop de thématiques, à mon avis. Il y a une thématique qui est centrale, les jeunes et les réseaux sociaux, et des thématiques annexes
effectivement, dans le premier pitch, dans le premier dossier, le premier synopsis, on évoquait aussi la prostitution. Et c'est évidemment un endroit où les proxénètes, évidemment, où les jeunes filles sont des proies pour les réseaux, pour les proxénètes, aussi pour les réseaux pédophiles, etc. Hein. Enfin, donc c'est un vaste sujet. En fait, vous avez raison. Bon, ces jeunes qu'on voit financent soit travail ou pas. Certaines d'entre elles, une des 2 jeunes filles qui sniffent de la cocaïne, fait effectivement vend son corps ou loue son corps et fait des photos pour les OnlyFans, etc., qui rapportent beaucoup d'argent. En fait, ce que ça signifie, enfin, ce que vous apportez là au débat, c'est que les réseaux sociaux, moi, c'est en faisant ce film que j'ai eu vraiment ce sentiment très fort. Les réseaux sociaux sont un lieu de danger, en réalité, pour les jeunes. Donc, on a l'impression, en tant que parent et peut-être en tant que professionnel, qu'il est bien sagement dans sa chambre, dans son lit, tranquille, en train de scroller, en train de regarder des vidéos. Mais quand on regarde de plus près, l'influence de ces réseaux, ne serait-ce que l'influence, est terrifiante, Si vous allez sur TikTok, moi c'est pendant ce documentaire que j'ai découvert TikTok. Évidemment, ça ne s'adresse pas à moi, mais ça s'adresse à nos enfants de 12, 13, 14 ans. On ne sait pas bien ce qu'ils regardent, et puis la plupart du temps, quand on a notre âge, ça ne nous intéresse pas trop. Mais quand on regarde précisément ce qu'ils consomment comme vidéo et la manière dont ils le consomment, c'est effrayant, c'est effarant. On est tous d'une génération où à la télé, on avait des horaires pour regarder la télé, parce que si on regardait Canal à minuit, le samedi soir, nos parents savaient ou soupçonnaient qu'on puisse tomber sur des films X, ce qu'ils nous interdisaient, en tout cas, ce qu'ils m'interdisaient à moi. Là, sur TikTok, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est de nombreuses jeunes filles qui montrent leur corps. C'est des images de violence, c'est des images de drogue, etc., des choses qui ne sont pas gérées par le CSA. C'est un lieu de danger. Je trouve que, en faisant ce sujet, je me suis dit que pas grand-chose était fait dans notre société pour réguler tout ça. Il y a eu une époque, le CSA, qui s'occupait de la télé, de réguler, de regarder à peu près tous les programmes. Ça a plus ou moins disparu au profit d'un autre. L'Arcom. Exactement, merci. Mais je ne sais pas si c'est efficace ou pas. En tout cas, la télé, bon, à peu près, voilà, il y a à peu près une régulation. Sur les réseaux, c'est la jungle totale. Et évidemment, il devrait y avoir et beaucoup plus de prévention et beaucoup plus d'avertissement et beaucoup plus de communication auprès de tous les professionnels, les parents, etc. Et les jeunes, évidemment. Alors oui, enfin, effectivement, cette zone de danger, elle est clairement identifiée, enfin, du moins ici, puisque, comme on l'a partagé en préparant ce rendez-vous, dans le département de l'Allier a été votée la grande cause départementale, les jeunes face au risque du numérique. Instruire la logique du risque, et c'est aussi l'objet des ateliers qu'on vous proposera vendredi matin. Bravo l'Allier. Voilà, où des experts viendront expliquer comment, si vous êtes en face de jeunes vous voulez leur parler de la protection de leurs données personnelles, de la protection de leur intimité, de comment j'évite de me faire pirater ma machine, etc. Enfin, il y a 9 risques qui ont été identifiés et qui seront travaillés en mode formation vendredi matin. Voilà, fin de la parenthèse. D'autres questions, d'autres témoignages? Je monte vers vous, je vous laisse vous présenter en vous levant. Monsieur et monsieur ensuite. Moi, je m'appelle Théo, je travaille pour la ville de Belfort et je coordonne un dispositif de médiation numérique. Pour revenir sur la question de la prévention, personnellement, j'ai fini ma formation il y a presque 6-7 ans maintenant, et pendant ma formation, donc plutôt en animation au milieu éducation populaire, j'ai plusieurs fois mis en avant les jeux vidéo, les réseaux sociaux, et très souvent, par les personnes qui étaient présentes dans ces milieux-là, on a fermé la porte, disant qu'en fait, l'éducation populaire n'avait pas forcément à voir avec tout ce qui était écran.
En gros, le jeu vidéo n'avait pas de lien avec l'éducation populaire, le côté émancipation, le côté magnifique de l'animation plus, quoi. Et le problème quand on fait ça, c'est qu'on laisse ces réseaux, ces jeux vidéo et autres dans les mains de ceux qui veulent que ça fonctionne, donc des commerciaux. Donc derrière, en fait, on se retrouve avec des dérives. Et en effet, on n'a pas forcément pris à temps les problèmes. Du coup, ça a pu amener sur les dérives dont vous parliez. Même si moi, je mettrais une petite nuance avec les jeux vidéo, c'est qu'on est sur une addiction sans produit. Et on l'a vu avec d'autres addictions avec produits, qu'il y a des dégâts irréversibles dus aux produits qu'on retrouve moins avec l'addiction aux jeux vidéo. Mais malgré tout, je pense qu'en tant que professionnel, c'est aussi à nous de nous questionner aujourd'hui, et notamment pour les révolutions numériques qui vont arriver, type métavers ou autre, et de se dire que là, en fait, il faut qu'on soit capable d'accompagner le public et de plus être dans la réaction par rapport au phénomène. C'est-à-dire qu'il y a une époque, on faisait des animations pour les jeunes parce qu'on sentait qu'ils avaient besoin de se retrouver pour jouer au foot, et il fallait un stade, il fallait un centre socioculturel, un animateur jeune. Là, aujourd'hui, on est en retard par rapport à ce qui se passe, et on est effaré de voir ce qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux ou autres, parce que aussi on a laissé, comme je le disais, dans la main des financeurs, des commerciaux et, comme vous le disiez, des ingénieurs de la Silicon Valley, la capacité de donner ça aux jeunes sans que nous, on s'y intéresse. Et pour ces questions-là, je pense que même au-delà des pouvoirs publics ou autres, c'est aussi à nous, en tant que professionnels, d'être capables de ne pas refouler une avancée technologique ou autre pour se dire que, en fait, si on ne le fait pas nous aujourd'hui, on va être dans la réaction, on va être dans la réponse, et du coup, on sera peut-être un peu en retard, parce qu'en fait, là, tous les jours, c'est un nouveau phénomène qui sort, enfin tous les jours. Ça fait un peu dramatique, mais les phénomènes ont de l'avance sur nous, quoi. Et les réseaux sociaux ont de l'avance sur nous. Je parlais du métavers. Clairement, je pense que là, aujourd'hui, on n'est pas prêt. Quand on voit déjà l'addiction qu'il peut y avoir aux écrans avec les plateformes actuelles, on n'est pas prêt pour ce qui peut arriver dans les mois qui viennent, quoi. Voilà. Merci beaucoup de cette incise. Une réaction, Jean-Charles? Oui, non, je mesure en vous écoutant, parce que moi, je suis pas un professionnel voilà, de l'éducation, et c'est des métiers que je connais parce que voilà, mon métier m'amène à fréquenter. C'est vrai que c'est un sacré défi, quoi. Je n'ai pas de conseils à vous donner, mais je partage votre sentiment que dans vos professions, il serait certainement extrêmement nécessaire d'être plus qu'attentif, c'est-à-dire d'être formé ou en tout cas d'avoir une espèce d'habitude d'utiliser tous ces outils, toutes ces plateformes, de s'intéresser en fait à ce qu'ils regardent, à la façon dont ils perçoivent le monde, parce qu'à travers cette petite lucarne, ils ont une façon de penser les choses. Et je pense que pour mieux les accompagner, il faut les comprendre. Pour les comprendre, il faut pouvoir partager. Avant, vous avez raison, on jouait au foot avec eux. Aujourd'hui, il faut être capable, et c'est très très dur, hein, franchement. Moi, me taper des vidéos de TikTok, au début, dur. Hein. Ou Fortnite en jeu vidéo, quoi. Mon fils a été à moitié addict. Hein. Il a fallu que ça a été très compliqué, mais je comprends pas, moi, Fortnite et les vidéos Fortnite, c'est-à-dire on regarde ensuite des espèces de compétitions sur son téléphone sans jouer. C'est très difficile de comprendre tout ça. Mais moi, dans mon métier de journaliste, j'ai une technique que j'ai adoptée depuis ma formation en anthropologie filmique pour filmer les gens. Et donc pour comprendre, pour être avec les gens et pour qu'ils se livrent de cette façon, c'est-à-dire que vous voyez qu'ils donnent tout, hein, mais c'est pas paf, je plante ma caméra et j'y vais. Il faut du temps, et j'adopte la technique du phoque, c'est-à-dire que c'est un vieux documentaire de Jean Rouch, Nanook l'Esquimau. On voit Nanook, c'est dans les années, je ne sais plus, 30, 40, les premières caméras. Nanook l'Esquimau, pour chasser le phoque, il fait un trou dans la banquise, comme ça. Il se met sur la banquise, près du trou, et il fait le phoque. Voilà, il fait le phoque. Et il attend que le phoque sorte le museau pour aller voir son copain phoque. Et crac! Là, il lui met un bon coup de pieu dans la bouche, et il a chassé le phoque. Donc, c'est ma technique d'utiliser
d'essayer d'être un peu comme eux, enfin pas comme eux, mais de les comprendre en tout cas, de me fondre dans leur environnement pour essayer de mieux les comprendre. Donc cet exemple très très long pour vous dire que je pense que tous les professionnels devraient être vraiment sensibilisés, formés à tous ces outils numériques qui recèlent aussi, et vous avez raison de le souligner au début de votre intervention, beaucoup d'intérêts, beaucoup d'avantages. On peut faire beaucoup de choses avec ces réseaux et avec ces outils. Merci. Donc, on retient le conseil, hein, faites le PHOC. Faites le PHOC. On avait ici une intervention, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour, oui, moi je travaille au conseil départemental du Cher. Alors, deux choses. La première, effectivement, j'ai eu l'occasion de voir un certain nombre de vos documentaires. Alors, deux choses sur ça. C'est à la fois, effectivement, il reflète à un instant T une situation qui est particulièrement complexe, et on l'a vu encore ici, et c'est effectivement notre quotidien de professionnels. Après, moi, la question que je voudrais vous poser, c'est pourquoi vous ne laissez jamais de place aux initiatives, à ce qui est fait aussi pour accompagner ces situations-là. Ou, alors, sans faire de polémique, si on parle de votre documentaire de dimanche soir, c'est pourquoi essentiellement à charge, et pourquoi on ne dit pas aussi, mais il y a aussi des choses qui se passent, il y a aussi des professionnels qui sont compétents, et je ne dis pas ce que vous avez montré, parce que c'est certainement une réalité, et ça je l'imagine bien. Pour autant, il y a aussi des professionnels de toute nature qui s'investissent, qui s'engagent, puisque c'est le thème de ce colloque. Et de temps en temps, ils ont aussi besoin, on l'a dit encore cet après-midi, d'être valorisés par rapport à ça. Donc, c'était peut-être le reproche que j'ai à vous faire, c'est que voilà, cette partie-là n'apparaît pas forcément beaucoup dans vos documentaires. Merci. Oui, vous avez raison. Et je plaide coupable. C'est un choix, ou alors je ne sais pas si c'est un choix, en tout cas, aujourd'hui, parce que ça fait 20 ans que je fais des documentaires, vous imaginez que les documentaires que je réalisais ou les reportages que je réalisais il y a 20 ans sont pas les mêmes, mais au fil des années, de l'expérience, ce qui m'a semblé nécessaire dans moi, mon parcours et ma façon de faire du journalisme ou du documentaire, c'est d'être un peu un lanceur d'alerte, un petit peu d'aller voilà, moi, quand je regarde ça, j'ai pas besoin qu'on me dise qu'il y a des gens qui font des trucs super, et franchement c'est pas du tout une manière pour moi de dire que tous les jeunes sont mal encadrés, etc. Mais j'essaye d'être j'essaye de pas grossir la situation. Alors, bon, c'est une loupe, hein, la télé, quand on prend une caméra, c'est un choix, c'est un 16/9, on est dans un cadre, ceux qui font de la photo voient très bien de quoi je parle. On met la caméra là, le cadre ici, et évidemment, on voit pas la jeune du groupe ici. Voilà. On peut penser qu'il y a que des quinquas comme nous. Mais moi, ce qui me paraît nécessaire, mais c'est peut-être mon tempérament, c'est de dire ce qui ne va pas. Mais je ne veux pas peindre la société en noir, mais je me dis que quand on le regardera dans 20 ans, celui-là, des choses se seront passées, et vous avez raison, c'est un instant T. Je ne prétends pas être un historien, moi, et je ne prétends pas donner des leçons. Mais il y a des choses, beaucoup de choses dans notre société qui me préoccupent. La jeunesse est assez centrale dans mes travaux ces dernières années. Ça me préoccupe. Les directions qu'on prend ou que prenne notre société, me préoccupe, et j'ai besoin de faire rejaillir ça, de ressortir ça, de dénoncer ça. Le reportage de dimanche, évidemment, c'est une somme de choses qui me scandalisent, qui me rendent hystérique, parce que 3 ans plus tôt, j'ai fait à peu près la même chose et que j'ai eu les mêmes réponses et les mêmes retours. Mais au moins, on en parle et on parle de vos métiers à l'occasion de ces documentaires. On parle un petit peu plus dans le débat public à l'Assemblée nationale en ce moment. Dans les départements, en ce moment, on parle de l'aide sociale à l'enfance. Et pour moi, c'est nécessaire. Si je parle de vos métiers, il y en a qui le font, hein. Il y a des documentaires très bien sur infrarouge, même zone interdite, ça arrive. Il y a tout un tas de cases documentaires qui s'occupent
pas qui s'occupent, mais qui montrent des initiatives très belles. Peut-être que sur la suite de ma carrière, j'apaiserai un peu mon propos. Mais aujourd'hui, je sais pas, excusez-moi, mais moi, je suis hyper en colère. J'essaye de calmer ma colère, mais quand on voit tout ce qui se passe tous les jours, vous la sentez certainement, excusez-moi, je milite un peu là, mais moi, je sens une violence et une agressivité partout dans cette société. Et c'est une violence, une agressivité, une violence que nos jeunes, nos adolescents, nos jeunes vivent de plein fouet. Ils se sont pris plein de trucs dans la gueule. Et on comprend mieux pourquoi dans les foyers, pourquoi dans certainement les jeunes que vous suivez, il y a des débordements, il y a des émotions très fortes qui sont très dures à gérer pour vous, évidemment, et pour tous. Mais voilà, ma petite pierre, c'est d'essayer d'expliquer pourquoi. Mais c'est vrai, pour l'instant, j'en suis pas du tout à essayer de trouver des solutions ou de montrer ceux qui ont les solutions. Mais je suis là pour vous écouter, j'arrête pas de parler, en fait. Mais c'est vrai qu'effectivement, l'ambition aussi de ce Neuchfro, c'est de permettre aux professionnels et aux élus de la jeunesse de s'immerger dans ce nouveau monde numérique qui est omniprésent chez les jeunes. Et du coup, c'est vrai que même si effectivement TikTok, c'est juste saoulant, mais si on n'a pas cette expérience-là et qu'on ne voit pas ce qu'ils en font, ce sera difficile de les protéger des mauvais côtés de ça et de mettre en avant justement les bons côtés d'une maîtrise de l'outil. Hein. C'est jamais qu'un outil et c'est ce qu'on se propose de faire. Mais on entend tout à l'heure Lilien, conseiller départemental de jeunes, disait on aimerait bien qu'il y ait une reconnaissance de notre engagement et on entend très bien ce que vous nous dites. Pardon. C'est à vous. Je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour. Je suis Floriane, je suis CEPJ, donc conseillère d'éducation populaire et de jeunesse au service départemental jeunesse engagement sport de la Seine-Maritime à Rouen. Et du coup, moi, ma question, c'est suite à vos documentaires, est-ce que vous êtes après contacté notamment par notre ministère, voilà, parce que je ne sais pas s'il viendra demain, notre ministre qui est marqué sous réserve. Et la réserve est tombée, il ne sera pas là. Oui, bon, ça, c'est pas étonnant. Mais du coup, est-ce que vous êtes contacté après suite à vos divers documentaires? Alors moi, je les ai pas tous vus, hein, mais du coup, enfin, je sais pas. Du coup, qu'est-ce qui se passe après au niveau du ministère qui est essentiel de l'Éducation nationale et de la jeunesse? Et de la jeunesse. Ouais, je vous parlais de la technique du phoque tout à l'heure. Là, je vous parlais de la technique de l'autruche. Oui, voilà. Non, mais bon, on s'en doute, mais c'est voilà. pas la mienne. Il n'y a pas de réaction, quoi, parce que sinon, il y aurait des sujets qui seraient pris à bras le corps. Il y a des réactions, mais je vous donne un petit exemple. C'est pas pour ceux qui ont vu ou pas vu, mais le documentaire de dimanche soir sur l'aide sociale à l'enfance, Dominique Versini, qui est en charge de la protection de l'enfance à Paris. Je dénonce les prises en charge hôtelières de gamins qui sont enfermés dans des hôtels pendant des mois. C'est scandaleux ce qu'on y voit. Et Dominique Versini se fend le lundi matin d'un communiqué de presse pour expliquer qu'il va y avoir des sanctions disciplinaires à l'encontre des éducateurs présents dans le documentaire qui ont été filmés dans ces hôtels, qui font des conneries, hein, c'est vrai, mais des sanctions disciplinaires. Pas des sanctions. Voilà, c'est ça, c'est la sanction à chaque fois. Des sanctions disciplinaires et des procédures judiciaires. Donc, qui peuvent avoir des conséquences très graves. Parce qu'on est dans des non-assistance à mineurs en danger, ça peut aller très très loin hein, judiciairement. Donc la responsable, la première responsable, c'est quand même elle. Hein, même si elle dit n'avoir pas été au courant de ces cas particuliers, mais la solution qu'elle trouve, c'est de faire sauter les fusibles de tout en bas, de ceux qui sont sur le terrain, qui morflent de toute la chaîne qui a dysfonctionné. Bon, pour moi, c'est un scandale. Voilà le type de réaction qu'on a. On a une secrétaire d'État aussi qui fait les plateaux de radio, de télé à la suite du documentaire pour dire moi, je viens d'arriver, c'est pas trop de ma faute, ça fait 3 mois que je suis là, mais je vous promets, ça va être top ce qu'on va faire ensemble. Mais on y croit ou on y croit moins. Moi, j'y crois pas trop. D'autres interventions, oui, je vous laisse vous présenter. Florian de Gironde aussi.
Salut. Du coup, à côté de Bordeaux, plutôt en milieu rural, je travaille pour une association qui s'appelle Osons ici maintenant. On accompagne des jeunes en difficulté en milieu rural tout au long de l'année, environ pendant un an, 16 jeunes. Et on est confronté à tous ces problèmes-là parce que les gens en décrochage, ils s'ennuient. Et donc, comme ils s'ennuient, ils trouvent des choses pour se divertir. Beaucoup autour de jeux vidéo parce qu'ils n'ont pas accès à de liens sociaux parce qu'ils sont loin de la ville. Et c'est vrai qu'on se rend compte au fil du temps que si on a un discours frontal, et du coup la tactique du PHOC me parle énormément parce que j'essaye de faire ça au quotidien, notamment à comprendre leur fonctionnement. Exemple, je veux avoir le plus possible d'abonnés sur les réseaux sociaux. J'ai dit très bien, on se donne un objectif d'atteindre tel abonné pendant un mois et puis on voit si c'est fait pour toi. Jeux vidéo, très bien. Tu veux être testeur de jeux vidéo professionnel, on part sur le BPGEPS, donc brevet professionnel de la jeunesse, d'éducation populaire et des sports, e-sport. Comme ça, tu vas pouvoir être professionnel dans les jeux vidéo et en fait les envoyer et aller dans leur sens, marcher à côté d'eux. Ça permet peut-être qu'on est mieux accepté et au bout d'un moment, il y a un déclic qui se crée en disant petit, je ne suis pas fait pour ça, ou tous mes potes sont faits pour ça, mais pas moi, mais du coup, on trouve des solutions alternatives. Du coup, ce n'est pas vraiment une question, mais plutôt un témoignage de effectivement, merci. Ça peut marcher au quotidien et on s'en rend compte qu'ils sortent pas mal de ces dérives parce que si on leur met beaucoup de rythme, je les vois quasiment 2-3 fois par semaine pour être derrière eux, un peu comme du coaching au quotidien. Si je suis jeune, j'ai pas levé la main, mais comme je suis jeune, peut-être que ça aide aussi. Et du coup, je trouve qu'il y a aussi des solutions locales, simples, qui permettent à peut-être des jeunes de s'en sortir, parce que quand ils vont dans des centres de désintox, c'est déjà l'extrême en fait, c'est déjà presque trop tard. Et quand ça vient d'eux, qui prennent conscience, parce qu'on les prend rapidement après le fait qu'ils soient décrochés, je trouve qu'on a plus de chances qu'ils s'en sortent. Et du coup, il faut aussi qu'on soit formé, je pense, les professionnels à avoir le même niveau de compétences qu'eux, parce que c'est vrai qu'ils font beaucoup plus vite que nous sur certaines thématiques comme le numérique, etc. quoi. Merci beaucoup. Merci de ce témoignage, effectivement, d'un acteur de terrain qui essaye de marcher aux côtés de ces jeunes sur les réseaux. Oui. Je vous laisse vous présenter. Oui, donc moi je suis Michel, directeur de la jeunesse pour la ville de Créteil. Je rejoins les deux interventions des collègues. Et juste pour rappeler qu'il y a un dispositif qui a été mis en place et qui est piloté par la CNAF et qui se déploie dans tous les départements et qui répond en partie à ces problématiques-là et qui permet de former nos professionnels au quotidien. C'est le dispositif des promeneurs du net qui permet d'avoir une présence éducative sur les réseaux sociaux et qui fonctionne extrêmement bien. Sur la ville de Créteil, on l'a déployé depuis 2019. Ça nous a permis d'affronter notamment les confinements de 2020 et de continuer à avoir un contact avec les jeunes, d'avoir évité aussi un certain nombre de dérives post-confinement ou même pendant le confinement. On a pu discuter avec les jeunes, on a vu des vidéos, on est présent quasiment sur tous les réseaux sur lesquels ils sont le plus. TikTok et compagnie. Comment ça fonctionne? C'est concrètement, comment ça marche? Très concrètement, comme un animateur dans une structure de jeunesse où le jeune vient physiquement dans la structure et il y a, on pourrait reprendre la même technique de chasse, il n'y a pas de souci, on s'assoit, on discute, on s'intéresse à ce qu'il fait, comme le collègue qui évoquait aussi le fait de l'envoyer sur un BPGEPS, e-sport ou autre. Là, les animateurs connaissent les jeunes déjà sur le terrain, en présentiel. Et puis, ils sont en contact avec eux via les réseaux sociaux, en fonction des réseaux qui sont le plus utilisés par les jeunes. Ils ne sont pas intrusifs, mais ça reste vraiment une relation de confiance. Le même travail qu'on faisait à l'ancienne, il y a 20 ou 30 ans, dans le milieu d'éducation populaire, en fait, on s'est décalé et on est allé là où ils sont aujourd'hui. Ils sont sur les réseaux sociaux, donc on va avec eux. Sur les jeux vidéo, on essaie d'avoir aussi une approche un peu plus créative, un peu plus éducative, où plutôt que d'être que dans de la consommation de jeux vidéo, on essaie, nous, d'en retirer les éléments les plus intéressants au niveau de la création, au niveau des métiers du numérique, etc., pour les accompagner sur autre chose. Mais je rejoins ce que disaient les deux collègues, il est urgent d'évoluer dans nos pratiques. Et je pense que ce qui est intéressant dans les documentaires que vous proposez, c'est de lancer des alertes. Mais je pense qu'il serait intéressant, et notamment, comme vous l'avez évoqué, je trouve que de plus en plus, en ce moment, la société est violente sur différents sujets. Et je pense que de temps en temps, lancer des alertes, c'est bien, mais lancer en même temps une bouée d'espoir derrière en expliquant qu'il existe aussi des choses qui se mettent en place et qui peuvent permettre,
Ça évite que les parents angoissent de trop, ça évite que les jeunes, effectivement, trouvent tout de suite une manière de nous contourner et nous oblige de nouveau à nous réinventer. Mais je pense que, voilà, lancer les alertes, c'est bien. Lancer de l'espoir avec, je pense que ça serait bénéfique pour tout le monde. Vous avez raison. Je sais que je participe à créer une certaine anxiété. Donc c'est un dilemme que j'ai pas encore vraiment réglé. Il faut que je voie un psy, je pense, parce que ça va prendre du temps. Mais en même temps, à la télévision, et pas qu'à la télévision, sur les réseaux sociaux, il y a des projets, il y a des émissions, il y a des bouts de reportages, des témoignages qui évoquent quand même tout un tas de belles choses. Voilà. Je pense à Top Chef, hein, par exemple. On parle de belles choses. Il faudrait peut-être un Top Chef de la jeunesse ou un Top Éduc ou un truc comme ça pour mettre en avant les initiatives très positives. Je vous dis, moi, pour l'instant, c'est pas bon. Moi, je suis pas patron de chaîne, mais nous réalisons des petits formats d'interviews de gens qui ont vécu ou qui ont fait des choses formidables. Ça s'appelle Mon incroyable histoire. Et on est dans des initiatives ou dans des histoires qui sont beaucoup plus inspirantes, beaucoup plus positives. Et on voit que sur les réseaux sociaux, ça marche très bien. Donc, nos jeunes ont aussi envie qu'on leur raconte de belles histoires, des histoires fortes, intenses et qui finissent bien. Mais vous avez raison, la communication, c'est super important de pouvoir présenter de belles choses, des belles initiatives. Ça me paraît très important. Le message dans ma tête va finir par passer. Et en complément de ce que disait Michel sur les promeneurs du net, vendredi matin, il y aura un atelier qui sera assuré par Laureline Gilles, qui est coordinatrice promeneur du net pour l'Allier et le Puy-de-Dôme. Et c'est effectivement un dispositif qui existe depuis plusieurs années, qui a été mis en place par la Caisse nationale d'allocation familiale, mais qui n'est pas encore présent dans tous les départements de France. Donc, il y aura un point d'information sur ça. C'est à vous. Je vous laisse vous présenter. Merci. Franck Gégère, chef du service éducation ville de Digne-les-Bains. C'est plus une réflexion qu'une question pour ma part. L'ensemble des risques qui ont été abordés depuis cette matinée, cette fin de matinée jusqu'à maintenant, que ce soit sur le harcèlement, la prostitution, l'estime de soi ou encore les réseaux sociaux. On sait le travail que font les professionnels dans l'éducation populaire, voire dans la parentalité. Il me semble quand même qu'il manque quelque chose sur ce point, c'est notamment le sujet qui est relativement transversal, qui accompagne l'ensemble des enfants et des jeunes, c'est leur scolarité. Il me semble qu'il est grand temps qu'il y ait des professionnels de ces questions-là qui soient inclus dans les programmes scolaires dès le plus jeune âge. C'est vrai qu'on renvoie souvent à l'école le rôle d'éduquer. On voit bien que c'est pas si simple. À la base, elle était faite pour instruire. Même chose aujourd'hui, la part de l'école dans la vie des jeunes que tu rencontres et qui sont dans tes reportages. Ouais, c'est un long débat, ça. Voilà, encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais pour moi, c'est un gros mammouth qui ne sait pas évoluer, se réformer. L'école, c'est à la fois élitiste et ce sont des programmes. Heureusement qu'elle est là et heureusement qu'elle est obligatoire. Mais on voit le nombre de décrochages suite aux différents événements, au Covid, aux attentats, à la peur. Moi, je connais que des gamins qui ont, pas que, non, j'exagère, mais de plus en plus de gamins qui ont peur de l'école, qui ont une anxiété de l'école. Et les réseaux sociaux, le numérique est un refuge pour éviter d'y penser, pour éviter d'y aller, pour penser à autre chose. Oui, l'école, c'était pas une question, mais votre réflexion, je suis entièrement d'accord avec vous, devrait être beaucoup plus, pas plus moderne, on s'en fout qu'elle soit moderne, mais avoir plus de clés pour s'adresser aux jeunes, utiliser beaucoup plus ces outils, ce qu'elle était un peu forcée de faire pendant les confinements. Tout à fait. Mais mal. On a bien vu que c'était très très compliqué.
moi, en tout cas, avec mes fils, c'était très, très compliqué. Mais oui, je pense que les réseaux sociaux sont un danger, mais c'est une partie de la solution. Voilà, c'est aussi c'est un lieu de danger, mais c'est aussi un outil formidable pour communiquer, pour si on se replace quand moi j'avais 15 ans, et vous peut-être pareil, il y a eu une trentaine d'années, moi, mon gros loisir, c'était la téloche. Et mes parents étaient super flippés que je regarde autant la télé. Et je trouve que la télé, bon, moi, ça m'a obsédé et j'ai fini par en faire, mais c'était quand même moins actif et beaucoup plus abrutissant que ne le sont aujourd'hui les réseaux sociaux, où les jeunes, quand même, ils font un truc. Hein. Ils choisissent déjà, ils choisissent leur programme, ils postent eux-mêmes des trucs, ils partagent des trucs, ils communiquent, quoi, en fait. Alors, c'est trop, mais moi aussi, à l'âge de ces gamins, je regardais trop la télé. La télé, en même temps, à l'époque, elle était diabolisée. Il y avait des bouquins pas possibles sur les dangers de la télé, etc. Vous vous rappelez certainement, hein, il y avait des sociologues qui venaient à la télé pour dire que la télé, c'était dangereux pour les enfants, que ça abrutissait, qu'on perdait du QI, etc. Et aujourd'hui, moi, quand je fais ce truc, je me dis, je suis comme les vieux cons de la télé d'il y a 30 ans. Je dis, attention, il se passe des trucs. Mais je pense que mon inquiétude elle est légitime. Mais en même temps, je sais que, enfin, en tout cas, j'espère de tout mon cœur qu'on va en faire quelque chose de ces réseaux sociaux. Et je suis sûr que si vous êtes là, si nombreux aujourd'hui, c'est parce que ça vous intéresse, c'est parce que certainement vous allez ou vous y êtes déjà, enfin, il y en a plusieurs qui prennent la parole dans ce sens-là. Les réseaux sociaux sont aussi l'outil pour évoluer, pour faire évoluer la société, pour communiquer avec nos jeunes, pour les faire grandir, pour les faire mûrir, pour les insérer dans notre société. Bien, on a commencé la séance avec notre jeune. Et ce sera la dernière question. Question ou remarque ou témoignage. Je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, je suis Kioma Jasmin, la coordinatrice de la réussite éducative sur Beson. Alors moi, c'est pas vraiment des questions, mais je vais plus essayer de compléter en tout cas ce qu'ont pu dire les autres. Moi, ce que vous avez montré dans votre reportage, pour le coup, ça me surprend pas plus que ça. C'est des choses auxquelles j'ai affaire depuis des années, des choses sur lesquelles j'ai alerté plusieurs fois, que ce soit la municipalité ou même l'école. Aujourd'hui, le problème, c'est que personne veut se mouiller. Parce que mine de rien, la sexualité, c'est compliqué. C'est pas forcément, enfin, l'école considère que c'est pas le lieu où on doit apprendre ce que c'est, ou en tout cas, on doit faire de la prévention. Et parfois, les villes, c'est quand même compliqué parce que c'est un sujet très touchy. Donc personne veut rien faire et on se contente de regarder. Moi, avec mes collègues, comme les clubs de prévention ou l'aide sociale à l'enfance, on travaille sur de la prévention auprès des jeunes et aussi sur de l'éducation. Parce que je pense que pour le coup, c'est quand même la clé. C'est leur monde, on va pas faire comme si ça n'existait pas. Aujourd'hui, on peut plus faire comme si la prostitution ça n'existait pas, comme si la drogue ça n'existait pas, puisque c'est à portée de main pour eux en fait finalement. Donc, je pense qu'il faut arrêter de leur mentir et leur expliquer un petit peu ce qui se passe, ce à quoi ils peuvent être confrontés et quelles sont les solutions qui s'offrent à eux aussi. On va pas leur dire la prostitution c'est mal, c'est mal. Ok, oui c'est mal pour nous. Mais pas forcément pour eux. Et je pense qu'il faut, au bout d'un moment, arrêter un peu ce que disaient les jeunes tout à l'heure, d'arrêter de leur imposer nos idées, mais plutôt de les accompagner et de leur donner tous les renseignements possibles pour que eux-mêmes se fassent leurs idées. Et c'est un petit peu ce que nous, on essaye de faire. Alors, je sais que ça peut choquer parce que j'ai déjà eu des directions d'école qui me disent « Ah non, on peut pas parler de sexualité à cet âge-là, ça n'existe pas, etc. » Alors que, si, ça existe, c'est à portée de main. Il y a plein de réseaux sociaux pour ça, qui ont été créés pour ça, pour vendre son corps, pour faire de l'argent. Et on est aussi à une période où, mine de rien, sur les réseaux sociaux, ils voient des jeunes de 20 ans qui touchent 10 fois le salaire de leurs parents en montrant leurs pieds, ou en montrant leurs fesses, ou en montrant leur nez. Donc, on peut pas leur dire
c'est mal et ça sert à rien. Il faut leur dire c'est mal, oui, mais effectivement, ça rapporte de l'argent. Mais à côté de ça, si vous faites autre chose, si vous faites des études, si vous montez des projets, vous pourrez aussi avoir de l'argent ou être ouvert, apprendre des autres et pouvoir s'éduquer et s'élever dans la société. Et je pense qu'il faut vraiment leur donner les infos pour qu'eux-mêmes se fassent leur idée. Après, on a beaucoup diabolisé les réseaux sociaux là parce que c'est très axé sur la sexualité, mais il y a aussi beaucoup de bonnes choses sur les réseaux sociaux. Ça permet de s'ouvrir, d'avoir d'autres informations, de pas forcément se cantonner à ce qu'on peut voir à la maison ou dans notre pays. Et je trouve que c'est aussi des belles choses et c'est important aussi de les valoriser. Merci beaucoup. Et dans cet esprit-là, demain après-midi, on aura sur le plateau une de nos conseillères départementales jeunes qui, en préparant justement Neuge Pro, me disait, elle a un profil assez particulier puisque ses parents lui interdisent tout simplement d'utiliser Internet, sauf pour devant l'ordinateur familial pour les choses scolaires. Donc, elle se sent un peu mise à part. Et sa punchline, c'est plutôt que de me l'interdire, apprenez-moi à m'en servir. Voilà, et on a un enjeu probablement à cet endroit-là entre la peur que ça peut inspirer, les initiatives qui sont développées sur les territoires et la conscience qu'on a de ce que ça peut apporter, tout comme de la nuisance que ça peut générer. Donc voilà, merci beaucoup Jean-Charles d'avoir porté ton témoignage Merci à vous et tes convictions. Et puis voilà, donc si tu le permets, je diffuserai dans une prochaine newsletter le lien vers la vidéo pour ceux qui ne l'auront pas vue. Et puis maintenant, c'est l'heure de dîner. Donc, je vais vous inviter à rejoindre le rez-de-chaussée et on va se mettre à table.